Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La franc-maçonnerie est-elle une secte ? La question revient sans cesse, dans les médias, dans les conversations, sur internet, dans les messages que je reçois ou les commentaires des vidéos. Certains en sont persuadés, d'autres hésitent et beaucoup ont peur. On parle de secrets, on parle d'influence, on parle de manipulation. Mais posons une question simple. Avant d'avoir une opinion, sait-on vraiment ce qu'est une secte ? Car le mot est lourd, chargé, émotionnel. Il bloque toute réflexion. Dans l'imaginaire collectif, une secte, c'est une organisation fermée qui coupe ses membres du monde, qui impose une vérité unique et qui exerce une emprise psychologique. Alors regardons les faits calmement et méthodiquement. La franc-maçonnerie existe depuis plus de 3 siècles. Elle est publique, déclarée, connue des États et connue des historiens. Elle n'a pas un chef unique, elle n'a pas de dogme révélé, elle n'a pas de vérité imposée. Et pourtant, le soupçon demeure. Pourquoi cette accusation persiste malgré les livres, malgré les archives, malgré les travaux universitaires ? La réponse n'est pas là où on l'imagine. Ce n'est pas une question de complot, ce n'est pas une question de pouvoir caché, c'est une question de symbole, de rituel et de transformation intérieure. Et c'est précisément ce point qui trouble, qui dérange et qui fait peur. Dans cette vidéo, je ne vais ni défendre ni attaquer. Je vais expliquer avec des faits, avec de l'histoire et avec de la psychologie. Et à la fin, tu sauras répondre par toi-même à une seule question. La franc-maçonnerie est-elle vraiment une secte ? Avant d'aller plus loin, prends 10 secondes. Si tu veux comprendre la franc-maçonnerie sans fantasme, abonne-toi. Ici, on parle d'histoire, de rites clairement distingués, de symbolisme expliqué et jamais mystifié. Pas de sensationnel, pas de complot, juste des faits, du contexte et des clés de lecture. Un like aide la chaîne à rester visible. L'abonnement, lui, t'assure de ne rien manquer. Avant de qualifier quoi que ce soit de secte, il faut définir le mot. Pas émotionnellement, pas idéologiquement, mais juridiquement et sociologiquement. Le terme secte ne désigne pas à l'origine une organisation dangereuse. Il vient du latin sequi, qui veut dire suivre. Une secte est d'abord un groupe qui suit une voie particulière. Ce sens neutre a disparu. Aujourd'hui, le mot est chargé. Il évoque la manipulation, la perte de liberté, l'emprise mentale. En France, l'État ne parle presque plus de secte. Il parle de dérive sectaire. La nuance est essentielle. La Miviludes ne dresse pas uniquement une liste d'organisations interdites. Elle observe des comportements et des mécanismes précis. Ces critères sont clairs. Rupture avec l'environnement familial, soumission à une autorité absolue, discours unique et incontestable, pression psychologique, dépendance financière et atteinte à l'esprit critique. Autrement dit, ce n'est pas la nature d'un groupe qui pose problème, c'est son fonctionnement. Un club sportif peut devenir sectaire, une entreprise peut devenir sectaire, un mouvement spirituel peut ne pas l'être. Le cœur du sujet est là. Une organisation devient problématique lorsqu'elle confisque la liberté individuelle, lorsqu'elle interdit le doute, lorsqu'elle impose une vérité fermée. C'est à l'aune de ces critères que toute accusation doit être examinée. Pas avec des impressions, pas avec des rumeurs, pas avec des fantasmes, mais avec une grille d'analyse rigoureuse. Et c'est précisément cette grille que l'on va appliquer, pas à pas, à la franc-maçonnerie. Non pas pour la défendre, mais pour comprendre si l'accusation se tient réellement debout. Partie 2. Pourquoi les sociétés initiatiques ont toujours fait peur ? La peur des sociétés initiatiques ne date pas d'Internet. Elle ne date pas des réseaux sociaux. Elle est ancienne. Depuis l'Antiquité, tout groupe qui travaille à huis clos suscite la méfiance. Les mystères d'Éleusis étaient secrets. Les cultes à mystère aussi. Les corporations de bâtisseurs également. À chaque époque, le même réflexe apparaît. Ce qui n'est pas visible est suspect. Ce qui n'est pas compris est redouté. Au Moyen-Âge, les corporations protégeaient leur savoir. Non pour dominer, mais pour transmettre efficacement. Un savoir ouvert à tous disparaît. Un savoir structuré se préserve. Cette logique initiatique traverse les siècles. Lorsque la franc-maçonnerie moderne apparaît au XVIIIe siècle, elle hérite de cette tradition. Un cadre ritualisé, un langage symbolique et une progression par degrés. Mais le contexte change. L'Europe sort alors des guerres de religion, les États veulent contrôler et les églises veulent surveiller. Tout groupe indépendant devient inquiétant. Très vite, la franc-maçonnerie cristallise les peurs, parce qu'elle réunit des hommes libres, de confessions différentes et d'opinions parfois opposées. Elle ne prêche pas, elle ne convertit pas, elle fait réfléchir, et cela dérange. Au XIXe siècle, les régimes autoritaires la soupçonnent. Les régimes totalitaires l'interdisent, non pas parce qu'elle manipule, mais parce qu'elle favorise l'autonomie de pensée. À chaque période de crise, le même schéma se répète. On accuse ce que l'on ne contrôle pas. On diabolise ce que l'on ne comprend pas. Le mot secte devient alors une arme rhétorique, simple, efficace et disqualifiante. Mais l'histoire montre une chose essentielle.
La peur précède toujours l'analyse, jamais l'inverse. Et cette peur, avant même d'être rationnelle, est profondément culturelle. Partie 3. Comment fonctionne réellement la franc-maçonnerie ? Pour savoir si un système est sectaire, il faut observer son fonctionnement réel, pas ses symboles, pas ses rituels, son organisation concrète. La franc-maçonnerie n'est pas une structure centralisée, il n'existe pas de chef suprême, il n'existe pas de doctrine unique, il existe des obédiences indépendantes. Chaque obédience définit son cadre, ses règles, sa vision, ses rites pratiqués. RE2A, rite français, régime écossais rectifié ou le rite d'York, tout cela ne sont pas interchangeables, ils ne produisent pas la même expérience. Ils ne poursuivent pas exactement les mêmes finalités. L'adhésion est volontaire, personne n'est recruté de force. La démarche vient toujours du candidat. Il peut partir librement et à tout moment, sans sanction spirituelle et sans menace sociale. Les loges ne coupent pas du monde profane, elles demandent l'inverse. Un franc-maçon doit travailler, vivre, avoir une famille et être inséré dans la société. Aucune obédience sérieuse n'impose de rupture familiale. Aucune n'exige d'abandon financier. Le montant des cotisations sont connus à l'avance, elles servent au fonctionnement matériel et non pas à enrichir un dirigeant. Le contenu des travaux n'est pas imposé, le symbole est juste proposé et jamais interprété à la place de l'individu. Le doute est encouragé, la contradiction est admise, le silence est parfois recommandé, jamais la soumission intellectuelle. Les décisions se prennent collectivement, par vote, par débat, par délibération. Même le vénérable maître est élu, temporairement, et il est révocable. Ces éléments sont incompatibles avec les mécanismes sectaires classiques. Pas d'emprise, pas de vérité unique, pas de dépendance. On peut critiquer la franc-maçonnerie, on peut la refuser, mais pour l'analyser honnêtement, il faut regarder ce qu'elle fait réellement, pas ce que l'on projette sur elle. C'est cette réalité concrète que l'on doit examiner. Avant toute accusation, avant tout jugement, sans peur, sans fascination, simplement avec méthode, esprit critique et honnêteté intellectuelle. Car seule cette approche permet une compréhension juste, stable et durable dans le temps. Partie 4. Pourquoi l'amalgame persiste malgré les faits ? Parce que l'accusation de secte ne repose pas sur l'analyse, elle repose sur des raccourcis mentaux, sur des biais cognitifs puissants. Le premier biais est celui du secret. Tout ce qui n'est pas public est soupçonné. Dans une société de transparence permanente, le silence devient suspect, le rituel devient inquiétant, le symbole devient dangereux. Le deuxième biais est celui de l'entre-soi. Voir des individus se réunir régulièrement sans en connaître le contenu suffit à déclencher la méfiance. L'imaginaire comble les vides et toujours dans le sens du pire. Le troisième biais est idéologique. La franc-maçonnerie échappe aux catégories simples. Elle n'est ni une religion, ni un parti politique, ni une association classique. Ce qui ne rentre pas dans les cases est souvent disqualifié. S'ajoute à cela l'héritage historique, les pamphlets antimaçonniques, les discours politiques, les récits complotistes recyclés. Chaque époque ajoute une couche, jamais retirée mais toujours amplifiée. Internet accélère le phénomène. Les témoignages isolés deviennent des preuves. Les cas marginaux deviennent la norme. L'émotion remplace la vérification. La répétition crée l'illusion de vérité. Mais il y a plus profond encore. La franc-maçonnerie renvoie une image dérangeante, celle d'un individu qui travaille sur lui-même, sans maître spirituel, sans vérité révélée, sans promesse de salut. Cette autonomie fait peur, elle oblige à la responsabilité. Elle empêche la soumission confortable. Alors on préfère disqualifier plutôt que de comprendre. L'accusation de secte devient une réponse simple à une réalité qui est complexe. Un mot suffit et la réflexion s'arrête. Ce mécanisme n'est pas nouveau, il est humain, mais il n'est pas rationnel. Et c'est précisément pour cela qu'il doit être démonté, calmement, méthodiquement, sans attaque, sans défense, mais juste avec des faits. Toujours des faits. Car comprendre exige du temps, de la méthode et le courage de regarder la réalité sans peur ni préjugés. Partie 5, là où le fantasme se brise contre la réalité. Arrivé à ce stade, une chose devient claire, l'accusation de secte ne repose pas sur des faits observables, elle repose sur une projection. Le fantasme commence là où l'analyse s'arrête. Quand on distingue plus structure et expérience, quand on confond secret et dissimulation, quand on confond engagement et emprise. La franc-maçonnerie propose un cadre, elle ne dicte pas une pensée, elle offre des outils symboliques, elle n'impose aucune conclusion. C'est une différence fondamentale. Dans une secte, le sens est donné d'en haut. Dans la franc-maçonnerie, le sens est construit par l'individu. L'interprétation est personnelle, elle est toujours révisable et elle est toujours inachevée. Le fantasme suppose une manipulation invisible. La réalité montre un travail lent, exigeant, parfois déroutant, souvent décevant pour ceux qui attendent des révélations spectaculaires. Il n'y a pas de vérité cachée à découvrir, il n'y a pas de pouvoir secret à acquérir,
Il y a une méthode, un rythme et une confrontation à soi-même. Et c'est précisément cela que beaucoup refusent d'entendre. Car accepter cette réalité, c'est renoncer au récit simple, c'est abandonner l'idée rassurante d'un ennemi organisé, c'est admettre que la peur vient souvent de ce que l'on ne veut pas explorer intérieurement. La franc-maçonnerie n'est pas une réponse universelle, elle ne convient pas à tous, elle peut décevoir, elle peut frustrer, elle peut être quittée, mais ses limites même sont incompatibles avec un système sectaire. Une secte retient, la franc-maçonnerie laisse partir. Une secte enferme, la franc-maçonnerie confronte. C'est ici que le mythe se fissure, non par un discours défensif, mais par l'observation honnête de ce qui existe réellement. À partir de là, la question change de nature. Ce n'est plus est-ce une secte, mais pourquoi ai-je besoin de le croire ? Et cette question, elle ouvre un autre niveau d'analyse, plus intime, plus profond, celui que nous allons maintenant explorer ensemble. Alors, avant de passer à la prochaine partie de cette présentation, si tu t'es déjà posé cette question, si tu as déjà hésité, si tu as déjà douté, alors il faut dire une chose clairement. Cette confusion est tout à fait normale. Même moi, je me la suis posée au tout départ. La franc-maçonnerie est complexe, elle est ancienne, elle est fragmentée, elle parle un langage symbolique que notre époque ne maîtrise plus. Entre les rites, les obédiences, les degrés, les traditions, les discours contradictoires, il est presque impossible de s'y retrouver tout seul. Et Internet n'aide pas, il mélange tout. Il met sur le même plan des témoignages sincères, des récits fantasmés et des discours hostiles. Résultat, le profane navigue à vue, il lit, il écoute, il accumule, mais il ne structure rien. Et quand il n'y a pas de structure, la peur s'installe. On comble les vides avec des mots simples, secte, manipulation, pouvoir caché, pas parce que c'est vrai, mais parce que c'est rassurant. Un récit simple est toujours plus confortable qu'une réalité complexe. C'est exactement pour cette raison que j'ai créé mon e-book, le guide du profane moderne. Pas pour convaincre, pas pour recruter, mais pour remettre de l'ordre. Ce guide pose les bases, il explique les différences entre obédiences, il clarifie les rites, il décrit les étapes réelles du parcours, sans jargon inutile et sans promesses illusoires. Et surtout, il te permet de comprendre si cette démarche est faite pour toi ou pas. La formation, elle, va plus loin. Elle accompagne pas à pas sur des points concrets, choisir une obédience cohérente, rédiger une lettre de motivation crédible, comprendre le sens des enquêtes, aborder l'initiation sans fantasme et tout ça avec de nombreuses ressources à chaque module de formation. Parce que l'une des difficultés est d'entrer en franc-maçonnerie, mais c'est également de ne pas s'y perdre avant même de commencer. Si tu veux avancer avec méthode, sans peur, sans mythe et sans pression, tous les liens sont en description de cette vidéo. Prends-les comme des outils, pas comme des obligations. La compréhension est toujours un choix libre, et c'est précisément ce principe que nous allons maintenant approfondir, en entrant dans ce qui fait réellement peur. Pas la franc-maçonnerie, mais ce qu'elle met en mouvement à l'intérieur. Partie 6, ce qui fait réellement peur. Ce qui fait réellement peur n'est pas l'organisation, c'est l'effet. La franc-maçonnerie ne promet rien. Elle ne garantit ni salut, ni réussite, ni vérité. Elle propose une expérience intérieure, et c'est précisément cela qui dérange. Dans une société qui valorise la performance, la maîtrise et le contrôle, l'initiation introduit une rupture. Elle demande de ralentir, elle demande d'observer et elle demande de se confronter à soi-même. Or, l'être humain redoute ce face-à-face. Il préfère une règle extérieure, un dogme clair, une autorité qui décide à sa place. La démarche initiatique fait l'inverse. Elle retire les béquilles, elle ne donne pas de réponse définitive, elle multiplie les symboles et elle oblige à interpréter. Psychologiquement, cela crée une insécurité. Le symbole n'explique pas, il questionne, il déstabilise, il ouvre des zones d'ombre. Pour beaucoup, cette zone est insupportable, alors on la qualifie de dangereuse. On parle de manipulation, on parle d'influence. Mais il faut comprendre une chose essentielle, la manipulation impose un sens, le symbolisme, lui, ne l'impose jamais. Dans un rituel maçonnique, rien n'est expliqué, tout est vécu. Chacun comprend selon son histoire, sa culture et sa maturité. C'est une liberté exigeante, elle demande du temps, elle demande de la patience, elle demande de supporter l'inconfort de ne pas savoir. Cette exigence est rare, et ce qui est rare devient suspect. La peur naît ici, non d'une emprise, mais d'un vide apparent, d'un espace intérieur que chacun doit remplir seul. Ce travail intérieur ressemble à une perte de repère. Pour un observateur extérieur, cela peut sembler inquiétant. Pour celui qui le vit librement, c'est une construction lente. La franc-maçonnerie ne transforme pas par contrainte, elle transforme par confrontation. Alors, tous les gens qui ont peur, déplacent cette peur, ils l'extériorisent, ils l'habillent d'un mot, secte. Partie 7, la peur de perdre son identité. Une autre peur apparaît rapidement, celle de la perte d'identité.
Entrer en initiation, croit-on, c'est devenir quelqu'un d'autre, porter un masque, renoncer à soi. Cette idée est fausse, mais elle est tenace. La franc-maçonnerie ne demande pas d'effacer l'individu, elle lui demande de l'observer, de distinguer ce qu'il est de ce qu'il croit être. Psychologiquement, c'est déstabilisant, car l'idée ordinaire repose sur des règles, profession, statut, opinion, habitude. Le rituel suspend ces repères, mais temporairement. Ce moment de suspension est interprété comme une dissolution, alors qu'il s'agit d'un tri. Dans une secte, l'identité est remplacée par un discours, par un groupe, par un chef. Ici, rien n'est substitué, tout est questionné. Le tablier n'efface pas l'homme, il le met à nu symboliquement. Il rappelle que le travail porte sur l'être et pas sur le paraître. Cette nuance est rarement comprise, parce qu'elle demande une lecture symbolique. Or, notre culture privilégie le littéral, ce qui n'est pas dit clairement est perçu comme caché. Ajoutons à cela le regard extérieur. Voir quelqu'un changer, parler différemment, prendre de la distance, suffit à déclencher l'alarme. On parle alors d'embrigadement. Mais le changement n'est pas une preuve d'emprise, il est parfois le signe d'un travail intérieur, lent, réversible et personnel. La franc-maçonnerie ne fixe pas un modèle d'homme idéal, elle refuse même cette idée. Elle propose un chantier, sans plan imposé et sans résultat garanti. C'est précisément cette absence de résultats mesurables qui inquiète. Elle échappe aux critères modernes, productivité, efficacité et contrôle. Alors on projette, on simplifie, on accuse. Parce qu'il est plus facile de croire qu'une identité est volée plutôt que de reconnaître qu'elle est interrogée. Ce déplacement de la peur est humain, il protège l'ego, il évite la remise en question, mais il empêche la compréhension réelle du processus initiatique, et il nourrit durablement les accusations les plus simplistes. Partie 8, secret, silence et fantasme de manipulation. Le mot secret cristallise toutes les peurs. Il évoque la dissimulation, la tromperie, la manipulation invisible, mais il faut distinguer deux choses, le secret de pouvoir et le secret de méthode. Dans une secte, le secret sert à contrôler. Il cache des objectifs, il protège une hiérarchie, il empêche la critique. Dans la franc-maçonnerie, le secret n'a pas cette fonction. Il ne protège pas une vérité, il protège une expérience. Ce qui est vécu ne peut pas être transmis tel quel, comme une émotion, comme un deuil, comme une prise de conscience. Dire le rituel, ce n'est pas le comprendre. L'expliquer, ce n'est pas le vivre. Le silence n'est donc pas un outil de domination, il est une condition pédagogique, il empêche la suggestion, il empêche l'endoctrinement. Personne ne te dit ce que tu dois ressentir, personne ne t'explique ce que tu dois comprendre. Chacun fait son chemin, à son rythme, avec ses résistances. De l'extérieur, ce silence est interprété comme une rétention d'informations, alors qu'il est une protection contre l'influence. C'est un paradoxe, plus on explique, plus on oriente, et moins on explique, plus on laisse libre. La manipulation suppose une intention, une volonté d'agir sur l'autre. La franc-maçonnerie ne cherche pas à convaincre, elle n'a rien à vendre symboliquement. Elle n'offre aucune révélation finale. Ce vide apparent dérange, il est comblé par l'imaginaire, et l'imaginaire produit des récits. Le secret devient un complot, le silence devient un mensonge, la discrétion devient une emprise. Mais quand on observe les faits, le mécanisme ne tient pas. Un système manipulatoire ne laisse pas partir librement, il ne tolère pas le doute, il ne vit pas de débat contradictoire. Or, le doute est central, la contradiction est permanente, la sortie est toujours possible. Le secret n'est donc pas une arme, il est un cadre, mal compris et souvent fantasmé. Et tant que cette distinction n'est pas faite, le mot secte continuera d'être utilisé comme un écran, masquant ce qui dérange vraiment. Partie 9, engagement libre ou emprise. La confusion centrale se situe ici, entre engagement et emprise. Dans une secte, l'engagement est piégé, il commence librement mais il devient contraint. Les règles changent en cours de route, les exigences augmentent, la sortie devient coûteuse, socialement, psychologiquement, parfois matériellement. La franc-maçonnerie fonctionne à l'inverse, tout est annoncé dès le départ. Le temps, les cotisations, la régularité des travaux, rien n'est caché, rien n'est progressif par surprise. L'engagement est clair et surtout il est réversible. Un franc-maçon peut s'arrêter, suspendre, quitter, sans justification, sans sanction et sans menace symbolique. Cette possibilité change tout. L'emprise repose sur la peur de perdre. Perdre le groupe, perdre le sens, perdre sa place, perdre son identité reconstruite. Or, la franc-maçonnerie ne reconstruit pas une identité. Elle ne propose pas un avant et un après normatif. Elle n'oppose pas le profane et l'initié comme le faux et le vrai. Le travail initiatique est cumulatif, jamais exclusif. Il s'ajoute à la vie, il ne la remplace pas. Psychologiquement, cela change la dynamique. L'individu reste souverain, responsable de ses choix, responsable de ses limites. Il peut s'investir davantage ou moins, sans pression et sans injonction.
Là où l'emprise enferme, l'engagement maçonnique propose. Il offre un cadre, une méthode, pas une obligation intérieure. Ce point est essentiel, il est rarement expliqué et il est souvent ignoré, parce qu'il contredit le récit dominant, celui d'une organisation toute puissante, celui d'une influence invisible. Mais l'influence réelle ne tolère jamais la liberté, elle la détruit. Or, la liberté est la condition même du travail maçonnique. Sans elle, le rituel devient vide, le symbole devient un dogme, le chemin devient impossible. C'est ici que la distinction doit être faite, clairement et sans nuance inutile. Une secte retient alors que la franc-maçonnerie propose et laisse partir le cas échéant. Alors en conclusion, la franc-maçonnerie est-elle une secte ? Si l'on s'en tient aux faits, à l'histoire, au droit, à la psychologie, la réponse est claire, non. Elle n'en a ni la structure, ni les mécanismes, ni les objectifs. Elle ne coupe pas du monde, elle ne confisque pas la liberté, elle n'impose pas une vérité unique et elle ne retient pas ceux qui veulent partir. Mais cette réponse, aussi nette soit-elle, ne suffit pas. Car la vraie question n'a jamais été uniquement factuelle, elle est humaine. Pourquoi ce soupçon persiste-t-il ? Pourquoi revient-il sans cesse ? Pourquoi ce mot secte s'impose-t-il si facilement dans les esprits ? Parce que la franc-maçonnerie touche à quelque chose de sensible, à la transformation intérieure, au doute, à la responsabilité personnelle. Elle ne promet pas le bonheur, elle ne garantit rien, elle ne dit pas quoi penser, elle propose un travail. Et ce travail dérange, parce qu'il ne peut pas être délégué, parce qu'il ne peut pas être mesuré, parce qu'il ne peut pas être expliqué une fois pour toutes. Alors on préfère un récit simple, un mot qui clôt le débat, un mot qui évite d'aller plus loin. Mais comprendre demande du courage, le courage de distinguer fantasme et réalité, le courage de séparer la peur du fait, et le courage d'admettre que tout ce qui est discret n'est pas nécessairement dangereux. La franc-maçonnerie n'est pas faite pour tout le monde, et c'est peut-être là l'essentiel. Elle peut décevoir, elle peut frustrer, elle peut laisser indifférent, mais elle ne manipule pas, elle ne contraint pas, elle ne possède pas. Elle propose un cadre, à chacun de décider s'il souhaite y entrer ou non. Si cette vidéo t'a permis de regarder ce sujet autrement, alors elle a rempli son rôle. Et si tu veux aller plus loin et si tu veux comprendre en profondeur ce que recouvre réellement une démarche initiatique, je te conseille de regarder la vidéo suivante qui s'affiche actuellement sur ton écran. Elle prolonge directement ce que nous venons d'explorer. Prends le temps, avance à ton rythme et surtout ne te contente jamais de réponses simples à des questions complexes. Juste avant de te quitter, je te rappelle que le lien vers l'e-book gratuit est dans la description de la vidéo. Et enfin, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt.